Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Business Africa. Je suis Ruth Lago. Cette semaine, comment le Zimbabwe compte-t-il attirer les investisseurs afin de rendre plus attractif le secteur des mines? Le pays espère gagner 12 milliards de dollars de ces minerais d'ici 2023. Et puis, la première rame du métro d'Abidjan sera fonctionnelle à partir de 2025. Cette ligne de 37 km doit traverser la capitale économique ivoirienne pour un coût global d'environ 1,3 milliard de dollars. Et enfin, en Algérie, l'huilerie d'Hakim Alilech, primée au concours international d'huile extra vierge, tente de conquérir les consommateurs locaux. Le secteur minier du Zimbabwe représente 12% du produit intérieur brut de ce pays. Parmi sa large gamme de minerais, l'or se distingue. Selon les chiffres de la raffinerie aurifère, les gros exploitants ont produit jusqu'à 1 tonne d'or par mois depuis juin et 1,9 tonnes pour les plus petits producteurs. Pour accélérer cette reprise du secteur après la pandémie, les autorités minières cherchent 8 milliards de dollars qui devront servir à rouvrir les mines fermées. Au Zimbabwe, le secteur minier devrait connaître une croissance de 11% cette année, profitant notamment de la hausse des prix des minerais à l'échelle internationale. Face à la nouvelle donne, Harare veut redonner une nouvelle vie aux mines fermées. Le projet nécessite 8 milliards de dollars et le pays mise sur les capitaux étrangers. La Zimbabwe Mining Development Corporation sera chargée d'attirer les investisseurs en s'appuyant sur une série d'allègements fiscaux. Pour faire simple, toute société voulant investir plus de 100 millions de dollars américains pourra demander un bail minier spécial qui lui permettra de négocier de nombreux avantages fiscaux. Les principaux minéraux du Zimbabwe sont le platine, le chrome, le charbon, les diamants et le lithium. Selon l'African Mining Market, les gisements de lithium du Zimbabwe sont les plus importants d'Afrique et le pays deviendra l'un des plus grands exportateurs de ce minerai au monde en raison de la demande mondiale croissante de batteries rechargeables. Le secteur minier contribue à environ 12% du PIB du Zimbabwe. À présent, je reçois le directeur général de la Fédération zimbabwéenne des mines, M. Wellington Takavaracha. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Comment se porte le secteur des mines, surtout celui de l'or, en cette période de pandémie de Covid-19 ? En termes de production d'or par le secteur le plus aurifère, c'est en fait très bien fait. Le plein potentiel et l'importance du secteur minier à petite échelle commencent à être reconnus par le gouvernement. Ils sont passés de 500 kilos à 1,9 tonnes par mois. Le mois dernier, nous avons enregistré 2,1 tonnes chez Fidelity Gold Refiner. Donc, ces 3 tonnes, ces petites exploitations minières produisent, et d'après les chiffres, on parle de 73%, soit plus 60% en moyenne. Nous avons donc assisté à une amélioration remarquable de la bonne production de la part du secteur minier à petite échelle. Il y a eu un certain nombre de problèmes qui affectent les questions commerciales et certains ont évolué autour de cas et de pénurie de liquidités. Mais pour l'instant, je peux dire sans risque que la production d'or du mois de juin dernier à aujourd'hui s'est en fait grandement améliorée. Alors, Monsieur Takavaracha, le gouvernement envisage de réaliser 12 milliards de bénéfices d'ici 2023 pour le secteur des mines. Quels sont les projets envisagés ? Il y a un certain nombre de projets que le gouvernement a mis en place. Premièrement, le projet qu'ils ont développé, ce que nous appelons les centres de services Gold. Les centres de services Gold à travers leur pays, qui sont un guichet unique pour les mineurs à petite échelle, s'adressent à tous les mineurs à petite échelle dans des zones particulières. Donc, ce que cette fédération minière du Zimbabwe essaye de faire, c'est d'identifier les zones que nous avons appelées des points chauds,
où les centres de services d'or seront en fait un guichet unique, là où il y a une exploitation minière. Il y a également une assistance technique en termes d'exploitation minière, d'engineering, en termes de géologie, des dizaines de traitements de métaux, de traitement de l'or, et ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons également les initiatives de développement qui ont été mises en place par les raffineurs d'or de fertilité. L'initiative de développement de l'or est une situation où il y a un certain financement qui a été fourni par la Banque de réserve du Zimbabwe. Ils veulent aider au développement et à la croissance des mineurs artisanaux. Par conséquent, les mineurs à petite échelle peuvent obtenir cette installation par l'intermédiaire de Fidelity Gold Refiner. Et cela arrive à ceux qui ont des projets qui peuvent en fait obtenir le financement par le biais des structures provinciales. Nous avons également le Fonds pour le droit de l'industrie minière qui relève du ministère des Mines et du Développement. Il s'adresse également à la plupart des gestionnaires. Alors, Monsieur Takavaracha, pour attirer les investisseurs, il faudrait également un climat des affaires plus adapté. Quel est votre avis à ce niveau? Oui, le climat des affaires dont nous parlons est en fait celui d'où nous examinons les problèmes législatifs qui entravent l'exploitation minière ou les procédures d'exploitation minière attentionnelles. L'une est donc la suppression des contraintes. Vous supprimez les contraintes et vous devez vous assurer que quiconque veut venir au Zimbabwe, ces papiers seront rapidement étudiés et les dispositifs seront accélérés par n'importe quel département, que ce soit le ministère des Mines, de l'Environnement, un district ou tout autre département qui s'occupe de l'exploitation minière. Ils doivent également s'assurer que l'argent injecté au Zimbabwe est rapatrié en termes de dividendes, pouvant être converti en termes de structures d'actionnariat et d'accords contractuels. Monsieur Wellington Takavaracha, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Thank you very much. Direction Abidjan. La capitale ivoirienne devrait être dotée d'ici 2025 de la première rame du métro qui reliera la métropole du nord au sud. Le consortium français en charge devait en principe livrer la ligne en 2028 pour un coût global d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Pour ce qui est des expropriations, la situation est résolue à 70% selon le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Avec un tracé de 37,4 km, 18 stations, 21 ponts ferroviaires et une fréquentation estimée à 540 000 passagers par jour, le métro d'Abidjan est un projet ambitieux dont la première rame est prévue pour 2025. Le métro permettra notamment de réduire les embouteillages dans cette métropole qui compte 5 millions d'habitants. Dans le secteur des infrastructures de transport, face à la congestion du Grand Abidjan, qui constitue à la fois un facteur de nuisance pour les populations et handicape la productivité de nos travailleurs, notre action s'est focalisée sur le renforcement du transport lagunaire, l'accélération du projet BRT et du métro d'Abidjan. Celui-ci est entré dans sa phase opérationnelle avec la libération des emprises. Construit par Bouygues, exploité par Keolis avec du matériel roulant d'Alstom, le projet est estimé à plus d'1,3 milliard de dollars. Un coût jugé excessif par certains observateurs économiques, mais le Premier ministre ivoirien tient à rassurer sur la rentabilité du projet. C'est un PPP, ça veut dire que normalement c'est un modèle économique dans lequel le ticket, je dirais, rembourse l'investissement qui a été fait pour le véhicule. Donc on est dans une logique où on calcule également la modélisation pour les transports publics que nous sommes amenés à financer. Il y a 2 ans, la France s'était engagée à couvrir le contrat par un mélange de prêts du Trésor français ainsi que des financements privés garantis par l'État français. À 43 ans, l'Algérien Hakim Alilech a monté une oliveraie écologique à 230 km d'Alger. Son huilerie, entrée en production il y a 3 ans, a reçu plusieurs prix internationaux. Une récompense qui l'encourage à produire davantage et relancer le marché du bio dans son pays. Au Maghreb, de nombreux agriculteurs s'engagent désormais à produire bio. Sous l'effet de la demande qui augmente en Afrique du Nord et à l'étranger, le secteur de l'organique est en plein essor. En Algérie, la société agricole d'Abia produit de l'huile d'olive 100% d'origine naturelle.
Le process de trituration commence parfois 10 minutes après la cueillette. Donc c'est pas facile de le faire comme ça. On ne le fait pas partout. C'est pour pouvoir justement produire cette huile d'olive que je qualifie d'un alicament. C'est un aliment médicament parce que respecter tout ce process, vous avez vers la fin un élixir. 40 hectares pour 15 000 oliviers, la société Dabia emploie chaque saison une soixantaine de personnes pour la cueillette des olives qui s'effectue à la main. Connue pour ses dates à l'international, l'Algérie pourrait dorénavant diversifier ses exportations grâce à son huile d'olive réputée haut de gamme. Forcément, elle va nous aider à placer ce produit ailleurs, donc ailleurs que l'Algérie, malgré que notre priorité c'est de faire profiter d'ailleurs le consommateur local d'abord pour le produit qu'on produit. Mais après, il y a toujours de la demande de l'extérieur. De par sa récolte précoce, l'huile d'olive Dabia est distinguée fruitée vert. Considérées comme les meilleures huiles en termes de goût et de bienfaits pour la santé, elles sont également les plus chères, entre 40 et 200 € le litre en Europe. Merci de votre fidélité. À bientôt sur Africa News et africanews.com.